pour tous les aspects de l'Inquisition, la question du recrutement n'est pas centralisée, et le pouvoir d'intégrer de nouveaux membres dans l'organisation revient à chaque inquisiteur. Certains se consacrent corps et âme à la traque de leurs adversaires et refusent de s'encombrer d'un apprenti. D'autres estiment qu'une de leurs plus éminentes responsabilités est de former la prochaine génération d'inquisiteurs qui poursuivra leur combat à travers les âges. Tandis que la masse des serviteurs de l'empereur peut s'abriter derrière de solides croyances dogmatiques, les inquisiteurs, quant à eux, sont les sentinelles et les éclaireurs de l'humanité. Leur force réside uniquement dans leur autonomie et leur sagacité. C'est pourquoi en de nombreux domaines, ils ne peuvent et ne doivent se fier qu'à leur propre intuition, et cela s'applique au recrutement de nouveaux inquisiteurs. De nombreux inquisiteurs laissent au hasard, ou peut-être au destin, le soin de pourvoir à cette nécessité, attendant qu'un individu digne d'intérêt croise leur chemin. D'autres s'investissent davantage dans le rôle de transmission qui est le leur. Ils consacreront une partie de leur temps à la recherche de candidats potentiels, notamment au sein d'autres organisations impériales. L'Adeptus Arbites, les Schola Progenium et l'Ecclésiarchie sont des viviers particulièrement riches. Mais l'intégrité et la rigueur que l'on cultive dans ces institutions ne seront pas au goût de tous les inquisiteurs. Certains favoriseront plutôt l'intrépidité, l'indépendance, la rusticité ou le charisme qu'on ne trouve que dans la lie de la société. Ainsi, les prisons, les maisons closes, les bas-fonds des cités ruches et les mondes sauvages font parfois de meilleurs lieux de recrutement que les plus prestigieuses organisations de l'Imperium. Il n'y a pas de critères établis d'âge ou de conditions physiques pour pouvoir entrer dans l'Inquisition. Faire preuve de loyauté est la seule condition essentielle, et bien souvent, on ne peut réellement juger de cette qualité qu'à un stade avancé de la vie d'une personne. Il peut arriver que des circonstances extraordinaires conduisent un inquisiteur à recruter un jeune adolescent s'il n'y a pas de meilleur candidat disponible, ou bien si ce dernier s'illustre par une prouesse exceptionnelle, mais ce n'est pas une pratique courante. Des dons innés, comme un talent psychique ou le gène du paria, peuvent même conduire un inquisiteur à prendre un enfant sous son aile, car de telles capacités sont rarissimes. Il est courant qu'un inquisiteur soit entouré de nombreux agents et serviteurs. Leurs profils peuvent être très variés: guerriers, espions, scribes, mécaniciens, artificiers, prêtres ou encore simples esclaves biomécaniques. Mais aucun de ces individus, ou de ces créatures, n'a vocation à succéder à l'inquisiteur. Ils forment sa garde rapprochée ou son réseau d'influence, ils épaulent leur maître dans sa mission ou lui apportent des compétences qu'il n'a pas, mais ils ne sont rien de plus que des outils à ses yeux. Un inquisiteur sait très bien que même le plus valeureux de ses hommes de main ne sera d'aucune utilité à la cause une fois privé de son commandement. Pour lui succéder, il faut être d'une trempe particulière. La loyauté est certes un prérequis, mais elle ne suffit pas. Dans l'ensemble, les inquisiteurs porteront leur attention sur des individus à la fois ouverts d'esprit et intransigeants sur certains principes, les principes en question pouvant varier d'un inquisiteur à l'autre. S'ils trouvent une personne digne d'intérêt, elle intégrera la suite inquisitoriale, jouant peut-être un rôle secondaire parmi les autres hommes de main, pendant que l'inquisiteur continuera à évaluer cet individu, parfois à son insu. Les apprentis qui semblent avoir l'envergure requise gagneront progressivement la confiance de leur maître, et au fil du temps, assumeront de plus en plus de responsabilités. Certains inquisiteurs nommeront ces individus semi-qualifiés interrogateurs, bien qu'ils soient aussi connus sous le nom de novices, de néophytes, d'approbateurs, ou bien l'un des 100 autres titres qu'un inquisiteur peut donner à son potentiel héritier. Ces individus peuvent accomplir des missions seuls ou avoir un certain degré d'autorité sur les autres acolytes de l'inquisiteur, mais ils restent subordonnés à ce dernier jusqu'à ce que leur maître les investisse pleinement. Il faut normalement l'approbation d'autres inquisiteurs pour accorder à l'apprenti le port d'un sceau inquisitorial, bien qu'il y ait eu des cas où cela n'a pas été nécessaire, ou que la situation a dicté à l'apprenti d'assumer immédiatement des responsabilités inquisitoriales. Cela est notamment le cas lorsqu'un inquisiteur est tué. Son apprenti héritera de son sceau inquisitorial et pourra remplir le rôle qui était celui de son maître, du moins tant qu'un autre inquisiteur ne lui dénie pas ce droit.
Il arrive qu'un coup du sort amène un interrogateur à changer de tuteur, mais la plupart du temps, le disciple restera fidèle à son maître jusqu'à la mort d'un des deux. C'est au cours de cette période que les idéaux de l'inquisiteur sont enseignés à son apprenti, et c'est grâce à cette transmission générationnelle que les factions et les institutions qui composent l'Inquisition se perpétuent à travers les siècles. En plus de la philosophie, l'étudiant apprendra de son précepteur tout ce qu'il sait du fonctionnement interne de l'Inquisition, ainsi que les autres savoirs plus ou moins occultes qu'il estimera devoir lui transmettre. Il y a une tradition importante au sein de l'organisation selon laquelle un inquisiteur doit mériter durement chaque nouvelle parcelle de savoir qu'il cherche à acquérir. On ne peut tolérer que de précieuses connaissances soient obtenues sans effort, et encore moins qu'elles soient offertes gracieusement, car cela dévaluerait la sagesse elle-même. Comme dit le proverbe, le savoir c'est le pouvoir, cachez-le bien.